merci les amis, merci d'être avec nous encore pour ce lundi de Rurality, qui est le quatrième de cette année 2021. La jeunesse, ce sera notre sujet de Rurality cette année. Dans la jeunesse, il y a l'enfance, et dans l'enfance, il y a l'école. Alors, c'est vrai qu'on a parlé des territoires numériques éducatifs la semaine dernière. Le 14 janvier a été lancé un certain nombre d'appels à projets autour du socle numérique de l'école primaire. C'est vraiment un sujet essentiel, puisqu'on s'est aperçu à l'occasion des différents confinements que, voilà, pour certains, c'était la double peine. Confinement égale isolement égale décrochage. Donc, à un moment donné, effectivement, le numérique peut contribuer à proposer des alternatives. Et puis le numérique est partout dans la vie des enfants maintenant. Voilà, ça peut être formidable comme outil pédagogique, mais c'est probablement un outil dont il faut aussi faire la pédagogie. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'accueillir les représentants de l'ANAE, Association nationale des acteurs de l'école, qui depuis plus d'une douzaine d'années maintenant travaille. Combien, Michel? Je vois que tu lèves les yeux. Une vingtaine d'années. Plus. Plus. 22, 25, Autant pour moi. Oui, donc, 1996, ah oui, oui, donc effectivement, 25 ans. tu étais toute petite alors. Ouais, oui, hélas, ouais. Tu as commencé au primaire. Grandi, si on peut dire. Et donc, voilà, depuis près de 25 ans, donc, 25 ans. se préoccupe de ces questions et fait le pont entre le numérique, ce qui peut apporter l'accès au savoir, cet accès au savoir démultiplié, et les nécessités d'un cadre pédagogique pour apprendre, vraiment apprendre et pas seulement se divertir. Donc voilà, je ne sais pas qui de vous trois commence, mais voilà, vous avez une demi-heure, Michel, président de l'ANAE, donc Michel Pérez. Voilà, la main est à toi. Bien. Bonjour. Merci à tous d'être présents. Nous avons préparé petite présentation pour servir de support à notre communication. Donc, nous avons d'abord le souci de présenter l'ANAE. Donc, c'est la deuxième diapo. Donc, l'ANAE qui se présente avec plusieurs moyens d'action. C'est une association, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a été fondée en 96, donc 25 ans, et qui vise à scruter l'évolution de l'école dans la période moderne, on va dire, et pour vérifier les manières d'adapter l'école à l'évolution sociale et culturelle. Donc, nous avons un média, nous avons une communauté d'auteurs et d'acteurs qui vont des collectivités à des scientifiques, chercheurs, des enseignants, des parents. Et donc, nous avons, avec cet ensemble de partenaires, la possibilité d'éditer, de produire des articles, des forums, d'entretenir des débats sur notre plateforme Educavox. Et aussi, nous présentons une série de tutos qui sont disponibles selon les thématiques par le truchement de nos auteurs, et qui sont des enseignants en activité et que nous publions. Donc, on peut voir la diapo suivante. C'est Jennifer qui a la main. Voilà. Alors, pourquoi l'école numérique? Alors, donc, pourquoi l'école numérique? On en a parlé, Sébastien l'a dit clairement tout à l'heure, mais il faut bien se souvenir que le numérique est un fait culturel et social global. C'est un phénomène culturel et social. Ce n'est pas l'informatique, c'est un fait global au sens de Marcel Mauss, un fait global qui entraîne toute une société. Les jeunes ont des comportements qui ont changé. L'équipement des familles n'est pas toujours adapté aux travaux scolaires. Donc, c'est un premier souci. Une nouvelle compétence numérique, informatique à valider dans les programmes. Si vous avez consulté le livret scolaire unique, vous verrez qu'en fin de troisième, on valide la capacité des élèves à communiquer en langage informatique. Et un impératif aussi d'éducation citoyenne et d'égalité républicaine pour ce qui est, on le verra plus précisément tout à l'heure, pour la ruralité. De nouvelles pratiques pédagogiques nécessitent de gros débits et des connexions importantes si on veut réaliser le continuum école-maison, que ce soit continuum pédagogique ou continuum
éducatif. Et c'est là qu'on a quand même un gros problème parce qu'on fait davantage de travail à distance, on pratique l'enseignement hybride, c'est-à-dire en présence et à distance, un mix des deux. On utilise de plus en plus la vidéo, le son, etc. Or, on constatera tout à l'heure que le réseau de télécommunications rural n'est pas adapté à l'évolution nécessaire de la pédagogie aujourd'hui. Quand je ne dis pas adapté, vous verrez, c'est vraiment pas adapté. On va passer à la diapo suivante. Alors, pourquoi l'école rurale? D'abord parce que l'école rurale, quand on dit cela, on a l'impression qu'on a quelques petites écoles par-ci, par-là, dans la campagne, mais pas du tout. Pas du tout. Les écoles situées dans l'espace rural représentent 36% des écoles en France. Une école sur 3 en France est située dans l'espace rural. Et je m'appuie sur le rapport des inspections générales de juillet 2018 pour dire que 22% des élèves sont concernés, 1 422 000 élèves. Ce n'est pas rien. Une école sur 3, un élève sur 5 se trouve dans l'école rurale. Et on en parle de temps en temps, mais peut-être pas assez souvent et pas assez fermement. On constate aussi que 46% des communes n'ont qu'une seule école. Donc, ce sont des petites communes, des petites écoles dont il faudrait quand même s'occuper. C'est 46% des communes. Même si ce sont 22% des élèves, c'est quand même 46% des communes. On va voir la suite. Jennifer, voilà. Ça, c'est la carte fibre de l'ARCEP au 3e trimestre 2020. Cette carte est interactive. On va vous montrer. J'ai choisi de regarder le canton d'Orthez. Orthez, une ville des Pyrénées-Atlantiques dans laquelle je réside dorénavant. Est-ce qu'on peut le voir ou pas? Non. Bon. On constate que dans le sud-ouest, la fibre est largement absente. Une ville comme Orthez, c'est 0% de fibre. La fibre, on la trouve où? On la trouve au Pays Basque, hein, dans la région. On va revenir. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, les zones bleues foncées, plus claires, de plus en plus claires, c'est la présence de la fibre de 100% pour les plus foncés à 20%. Vous voyez, Orthez, voyez, tout autour d'Orthez, on a ici un désert de fibres numériques. Autour de la frontière, ici, et j'ai de la chance puisque j'habite maintenant en Daille, donc j'ai la fibre, mais autour de cette région, on a certains réseaux qui sont bien organisés, mais on a encore des trous. Alors, quand on parle du pays, du Béarn ou du Pays Basque intérieur, il y a quelques zones qui sont un peu développées, mais on voit que tout cela ne peut pas permettre de travailler sérieusement avec le numérique à l'école, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, on voit les vastes zones claires. On constate que la concentration se fait dans le nord, dans l'est, dans la région Aura, en PACA, et tout le reste, eh c'est un désert de fibres, la France. Je suis désolé de le dire, mais malheureusement, si ça n'avait pas l'importance que ça a pour l'éducation d'aujourd'hui, ce serait malgré tout catastrophique. Voilà, on va passer peut-être à la suivante. On nous montre que présence du réseau ADSL, la force du réseau, et évidemment, sans surprise, on va constater les mêmes dégâts, sauf que là, évidemment, puisqu'on a de la DSL, on en a quand même pas mal. Sur Orthez, le rose clair, c'est à peu près 30%, 30 mégabytes. C'est le minimum pour pouvoir faire quelque chose de sérieux. Et ensuite, le rouge plus foncé, ne vous y trompez pas, c'est inférieur, puisqu'on le voit, c'est entre 8 et 30 mégabytes. Donc là, on peut considérer qu'on ne peut pas travailler sérieusement dans l'enseignement hybride. Voilà, donc on va peut-être voir la suite. Dans la suite, nous allons voir que les différentes actions qui ont été menées aujourd'hui et récemment par les pouvoirs publics ont essayé de prendre en compte ce phénomène. Les communes, là, on peut voir la diapo, voilà. La suite, voilà. Suivante. Voilà. Les communes financent, bien sûr, les équipements, mais ce financement est encore ici très inégal. Le financement des petites communes est 3 fois moins élevé que celui des plus grandes.
un fossé est en train de se creuser et une commune sur 10 aussi s'inscrit dans une politique intercommunale, une sur 10 seulement. Donc, on voit bien que même si l'effort financier a beaucoup augmenté entre 2012 et 2017 par élève, malgré tout, 3 fois moins élevé pour les petites communes que pour les plus grandes. Quand on compare, les communes de moins de 2000 habitants ont un espace numérique de travail à 6% d'entre elles à peu près, et pour celles de 50 000 habitants, c'est 36%. Donc là aussi, pour les ENT, et les ENT, ce n'est pas du luxe, c'est un lieu, une plateforme où on peut agréger toute une série d'éléments, de ressources pédagogiques, d'échanges, de communication, etc. Donc on le voit, les communes de moins de 1000 habitants, 6% d'entre elles ont un ENT, ce n'est pas possible. On continue. Les plans école numérique rurale, il y en a eu plusieurs en 2010. Je fais un petit rappel historique. Le plan ENR, donc doté de 67 millions d'euros, 10 000 euros par école, etc. L'intérêt de ce plan, qui a été salué à l'époque par aussi bien l'Association des maires ruraux de France, des maires de France, les rapports de l'hygiène, etc., ont été favorables, puisque pour la première fois, on donnait un cahier des charges et on faisait savoir quels étaient les équipements qu'il fallait acheter à l'époque. Donc, des classes mobiles, etc. Donc, ceci a été bien mis en œuvre. Simplement, on peut constater quand même que c'est seulement 6700 écoles. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait 17 700 écoles rurales. Donc, on est à 6700. On fait le ratio, ce n'est pas quand même grand-chose. Les communes ont mis la main à la poche. 30% ont doublé la mise de ce que mettait l'État. Il y a entre-temps des conventions ruralité signées par l'État, 106 conventions. Et encore, bon, c'est un effort louable, mais ce n'est pas encore suffisant. Le plan école innovante numérique, école innovante et ruralité, le plan ENIR, qui a été mis en place en 2017 jusqu'en 2019, a mis 50 millions d'euros sur la table et à peu près 50% du coût global des projets retenus, dont 7 000 euros par école rurale. On va continuer. Donc, on voit encore, quand on a vu les grands chiffres de tout à l'heure, tout ça, c'est bien, mais on n'y est pas encore. Le plan école numérique innovante et ruralité en 2019, ENIR. Donc, finalement, on a permis l'équipement que de 3 791 écoles. Le plan ENR, on était au double. Voilà, soit à peine 20% des écoles rurales. Alors ici, on cite un rapport de recherche qui nous fait remarquer qu'un foisonnement d'initiatives locales sans régulation nationale donne un paysage très hétérogène et qui ne permet pas de passer à l'échelle, si vous voulez. En 2020, appel à projet Label École numérique 2020, c'est le nouveau projet qui vient d'être lancé, qui est destiné aux communes rurales de moins de 3 500 habitants et il est doté de 15 millions d'euros. C'est bien, là aussi, c'est intéressant. Et on a, qui vient se rajouter, un plan de relance continuité pédagogique, 105 millions d'euros. Mais ces 105 millions d'euros ne vont pas forcément à la ruralité. L'intérêt de ce projet, c'est qu'il parle d'un socle numérique dans les écoles élémentaires. Et là, on retrouve un peu l'idée, et qui a d'ailleurs émergé aux États généraux du numérique, l'idée qu'il faut un socle de matériel, un socle de ressources, etc. Et c'était aussi une demande de l'Association des maires ruraux de France. Donc, le socle numérique de base est aussi de la Cour des comptes dans le rapport du 8 juillet 2019, rapport qui faisait état de la nécessité d'un socle numérique de base en lien avec les collectivités territoriales. On y vient. Donc, c'est le fameux un comité de partenaires, pour ainsi dire. On peut passer à la diapo suivante. Et ici, on va laisser la parole. Je vais laisser la parole à Jennifer. Voilà, à partir de maintenant. Merci. Alors concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Parce que quand on a une vision nationale du sujet, on a l'impression que tout va super bien et que les écoles sont numérisées à haute dose. C'est pas tout à fait le cas. Quand on regarde précisément le budget des communes, en
fait, le coût médian par élève est de 950 €. Donc, c'est une pondération entre maternelle et primaire, sachant qu'en maternelle, les enfants coûtent un peu plus cher du fait des ATSEM. En tout cas, quand on regarde, quand on découpe vraiment précisément le budget, ben, on se rend compte qu'il n'y a pas de place pour le numérique éducatif en vrai. Et les budgets ne sont pas gigantesques, ne sont pas extensibles. Donc moi, je voulais souligner la réalité du budget des communes sur le sujet de l'école, parce que en plus, l'école est un sujet parmi d'autres dans le budget global de la commune. Hop. Ici, je voulais voir aussi, je voulais parler de l'investissement sur le numérique éducatif. Donc là, c'est toute commune, rurale comprise, mais le gros de l'investissement se joue sur l'équipement. Bon, bah, ok, très bien, on ne peut pas faire de numérique sans équipement, mais il me semble qu'on oublie quand même le fait que l'éducation au numérique, ça passe beaucoup par l'éducation aux médias, à l'information, ça passe beaucoup par apprendre à se servir du matériel, en fait. Apprendre à se servir de ce qu'on a à la maison, de ce qu'on a à la maison ou à l'école, mais pour apprendre. Et ça, on l'oublie complètement. Là, c'est la demande que la MRF a fait au moment des états généraux. Alors, Michel regardait ce que la MRF a fait comme demande en 2009. Et bien, entre 2009 et 2020, on a quasiment les mêmes demandes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'accès aux demandes. En particulier, évidemment, les élus sont inquiets de l'enjeu d'égalité et donc de l'enjeu républicain qui se joue sur l'éducation au numérique à l'école. Ils demandent des préconisations de matériel. Et là, moi, de mon côté, par rapport à tout ce que j'ai vu sur le terrain, je suis un peu circonspecte parce que je ne crois pas qu'il puisse y avoir une liste qui puisse être établie et qui puisse correspondre à toutes les écoles, à toutes les typologies d'écoles, à toutes les typologies de communes. Bon, donc en tout cas, la MRF demande un kit numérique. Et ce que l'ANAE réclame à corps et à cri, c'est un comité, l'institution du comité des partenaires en local. Et dans le comité des partenaires en local, pour nous, c'est la continuité éducative, à savoir le temps scolaire et également le temps éducatif de l'enfant. Donc, et pour nous, dans le comité des partenaires en local, doivent aussi évidemment être présents les représentants associatifs et culturels. Et ça, sont des éléments qu'on ne voit pas vraiment apparaître, ni dans les demandes de la MRF, ni dans les différents rapports qu'on voit passer, qui sont publiés. Ici, on regarde un petit peu ce que font les élèves et les enfants, en fait, hein, tout simplement parce que les enfants sont aussi des élèves et inversement. Il y a une étude qui paraît tous les ans, qui est menée par une agence qui s'appelle Even et par l'association Génération Numérique, qui décortique un petit peu ce que fabriquent tous ces jeunes avec leurs smartphones, leurs ordinateurs, leurs tablettes, bref, tous les objets connectés qu'ils ont à disposition. Et on voit évidemment qu'ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. C'est un mode de communication entre pairs. Et puis YouTube. Alors, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'ils font sur YouTube? Évidemment, ils vont regarder des vidéos pour apprendre des choses, mais globalement, ils sont plutôt sur du divertissement. Donc, la mission de l'école, c'est aussi d'apprendre aux enfants à utiliser tous ces éléments-là qui font partie de leur vie pour apprendre et pour s'enrichir. Là, cette image-là, je ne sais pas si vous connaissez cet artiste qui s'appelle Muriel Bordier. J'aime beaucoup cette image qui ressemble beaucoup à la réalité de notre terrain, hein. C'est faire du numérique sans numérique, c'est-à-dire qu'il faut bricoler avec ce qu'on a à disposition. Donc, est-ce qu'on apprend à nager hors de l'eau, alors qu'on a une baie avec une mer ou une piscine, certainement une mer au loin? Voilà, moi je pose la question, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer là, à l'échelle du territoire? Alors, je voulais aussi discuter de l'école numérique. C'est pas juste implanter un TNI dans une salle de classe ou une classe mobile ou des robots, ou etc. Le geste professionnel qui est celui de mettre du numérique dans sa pratique pédagogique, c'est un geste qui est complexe. Vous voyez ici, Christophe Gilgère, c'est un Iran, donc il est à Saint-Gervais, dans le pays du Mont-Blanc. Il a fait une petite infographie pour récapituler.
bon, en une fiche, ben, ce à quoi ça peut ressembler, le fait de numériser un petit peu sa pratique. Comme vous voyez, c'est hyper complexe en fait. C'est pas juste livrer du matériel, le déballer et commencer à l'utiliser avec les élèves. Donc, il y a une vraie réflexion pardon, qui se joue aussi là-dessus, qui concerne tous les acteurs, ça, on en est vraiment persuadé, culturels et éducatifs qui font vivre les territoires. Là, c'est la DAN de Versailles, l'Académie de Versailles, qui a pareil fait une petite infographie de qu'est-ce que c'est en fait numériser sa pratique quand on est enseignant. Et ben, c'est tous ces micro-tâches qu'on va mettre en place dans la salle de classe. Et pour conclure entre guillemets cela, c'est Michèle Lorisergue qui va nous parler un petit peu du site Educavox, parce qu'elle le connaît mieux que n'importe qui, pour les heures et les heures qu'elle passe. Alors, Educavox, en fait, c'est une plateforme qu'on a créée en 2010 et qui permet finalement de donner, dans cette information très dense qu'on peut chacun trouver sur toutes les plateformes, sur Internet, sur YouTube, enfin, etc. On est vraiment en info-obésité, comme on dit. Ça permet de donner un éclairage de ce qui se passe au niveau de tous les acteurs pour la mise en place d'une culture numérique. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas tout, et puis il y a d'autres sites aussi. On a une communauté qui nous apporte des informations, des débats. Nous, on essaie aussi d'aller chercher les lieux où il se passe des choses, comme en Ruralytique, par exemple, et d'autres lieux, pour faire quelques reportages, pour voir comment les choses évoluent, ce qui se passe sur le terrain. On va aussi dans l'établissement scolaire, enfin nous y allions du temps où nous ne pouvions sortir, et pour voir ce qui se passe aussi dans les collèges, dans les établissements, alors pas simplement sur des événements, aussi sur des fonctionnements tout à fait normaux. On voit des choses absolument extraordinaires. Les enseignants sans formation telle qu'on pourrait la concevoir avec la complexité dont a parlé Jennifer, pourraient être beaucoup plus denses. Et je trouve qu'ils sont assez formidables. Ils travaillent en communauté finalement, ils vont chercher sur tous les réseaux ce qui se passe et c'est à nous aussi de leur fournir un minimum aussi d'innovation, de débat, de coups de gueule aussi, hein, par notre chronique. Enfin, ça donne un état des lieux, si j'ose dire, de ce qui se passe dans les communautés éducatives. D'ailleurs, en ce moment, c'est un peu compliqué. Les enseignants sont beaucoup moins prolixes en article et nous également. C'est vraiment là aussi un temps un peu difficile quand même parce que voilà, je ne fais pas d'explication, tout le monde aura compris la complexité. Donc sur Educavox, on a essayé de faire des classements pour qu'on retrouve facilement les choses. Alors, c'est pas compliqué, il y a les débats, l'actualité, il y a aussi des innovations, qu'elles soient pédagogiques, qu'elles soient aussi dans la technologie, qu'elles soient dans différents secteurs aussi d'innovation, puis des ressources qui sont des ouvrages, qui sont des plateformes, qui sont enfin bon, vous y allez, je ne vais pas détailler, sinon j'en ai pour des heures. En revanche, il y a aussi là, c'est mieux de le regarder sur un ordinateur, il y a sur le côté ce qu'on appelle les dossiers et les reportages. Et là, on a essayé de classer aussi dossiers et reportages avec, d'ailleurs, lorsqu'ils ne sont pas datés, ils sont toujours actualisés. Ce qui fait que chaque communauté peut aller chercher aussi ce qu'elle souhaite. On en a sur la technologie, on en a sur les régions, on en a on a fait des reportages établissements, on fait aussi société, collectivité par exemple et numérique. On a plusieurs dossiers, donc selon ce qu'on est, on peut aller récupérer ce dossier-là. Et puis on peut aussi, voilà, c'est sur le côté droit, ce qu'on voit, alors langue, langage, il y a absolument tous les dossiers qu'on souhaite. Voilà, réalité augmentée, vous le voyez, laïcité, on a fait un dossier sur les états généraux, on a des dossiers plus pédagogiques, on a aussi tout un dossier sur confinement et numérique, et on peut descendre ainsi, NetExplo qui nous montre ce qui se passe à l'échelle mondiale, être enseignant en 2020 avec les difficultés qu'on a connues, bien sûr IDOS, tous les événements éducatifs, etc., ou les événements qu'on avait créés à Poitiers avec EduGNOM,
les forums que nous avons nous-mêmes créés, par exemple Numérique et éthique, le dernier en date en 2019, on peut plus se réunir, Ruralitique bien sûr, etc. Citoyenneté numérique, voilà, nous avons énormément de choses classées. Et vous pouvez aussi, en allant sur les articles, trouver des tags qui vous permettent de trouver d'une manière, par exemple, si on descend, si on va sur, oui, pourquoi pas, n'importe quel article, à la fin de chaque article, il y a des tags. Alors, vous pouvez retrouver ainsi, ah, il faut remonter, non, ça sont les thématiques qui sont classées aussi. Voilà, à la fin d'un article, à la fin de l'article, pardon. Je n'ai pas la main là, descend, et encore, 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 encore. Top, voilà. Alors, on peut Bon, c'est pas grave. On peut, par ces tags, retrouver tous les dossiers. Par exemple, lorsqu'il s'agit bien sûr de données, bon, nous avons énormément de tags qui nous permettent de retrouver tous les articles. Voilà. Si vous allez d'ailleurs sur le site en haut et que vous mettiez un élément dans l'élément de recherche, eh bien là aussi, si on cherche par exemple médiation, allez, médiation numérique. Voilà, médiation numérique, on clique. Et voilà, nous avons là ce qui s'est passé Next Sud Charente et tous les derniers articles qui sont sur le sujet de la médiation numérique. Nous allons d'ailleurs en faire un dossier parce que lorsque nous avons suffisamment d'éléments avec des ressources, avec des débats, avec des pratiques, eh bien, nous faisons un dossier de manière à ce que chacun puisse y trouver du contenu. Voilà. Mais allez-y, fouillez, cherchez, chacun peut y trouver ce qu'il cherche. Je crois qu'il est suffisamment riche. Il est alimenté par nous-mêmes, mais aussi par des nombreuses personnes qui s'inscrivent comme auteurs, contributeurs. Nous, bien sûr, on vérifie. Nous avons aussi des brèves qui nous sont souvent des communiqués de presse. Nous en recevons beaucoup, on les trie, on les choisit, bien sûr, en fonction de nos publics. Mais c'est aussi intéressant de voir que nous avons une cinquantaine de communiqués de presse qui nous arrivent tous les jours. Voilà, donc bien sûr, on met les événements de l'agenda qui nous sont envoyés. Et là aussi, on voit bien que de nombreuses personnes y vont. Nous avons énormément de lectures. Bon, à ce jour, je crois que quelques articles ont dépassé le million de lectures, mais ce sont des articles qui ont 2-3 ans. Nous en avons entre 5 000 et 45 000. Et voilà, un article qui a de l'intérêt à long terme peut aller très facilement entre 5 000 et 15 000, généralement. Voilà. Bien sûr, un communiqué de presse fera moins de lecteurs, mais ce sont des publics variés, très, très différents que nous ciblons. Voilà. Et pardon, il y a aussi une lettre d'information qui vous permet tous les mois d'avoir une vision encore plus rapide de ce qui s'est passé dans le mois sur les publications d'Educavox avec un édito, mais aussi des dossiers, 3 en principe, que nous sélectionnons et qui vous permettent aussi d'avoir les dernières publications et ainsi ce qui se passe dans l'actualité. Voilà. Merci pour cet exposé. Ce qui est bien, c'est que voilà, il y a un vrai professionnalisme. On leur dit une demi-heure, ils font une demi-heure, ils font ça à 3 voix, c'est fluide, ça fait sens. Donc, encore bravo et merci. Nos amis autour de la table virtuelle, donc on peut regretter, je ne sais pas s'il y a des élus locaux, mais je n'en reconnais pas, mais peut-être que, comme je ne connais pas tout le monde, est-ce qu'il y a autour de la table un élu local, soit en charge des questions éducatives, soit impliqué dans ces process-là? Si vous parlez, mettez votre micro. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein, il n'y a pas de problème. Ouais, voilà, c'est en fait le constat qu'on peut faire sur ces sujets-là, c'est que notre newsletter et les annonces qu'on fait sur ces rendez-vous du lundi partent vers les mairies.
d'accord, en grande partie. Enfin, on a toutes les mairies, celles qui ont un mail, il y en a encore qui n'en ont pas. Mais ça reste minoritaire. Toutes les mairies sont adressées. Et ce dont on s'aperçoit de manière assez systématique, c'est que sur différents sujets, l'info ne va pas jusqu'aux adjoints. Or, je pense qu'il y a dans toutes les communes de France des adjoints à l'éducation. Et aujourd'hui, les maires sont dans un positionnement, moi j'achète du matos, je revendique d'avoir des infras, etc. Et laissent assez largement de côté le projet éducatif et le projet pour la jeunesse de leur territoire. Parce que si on a un projet comme celui-là, c'est-à-dire de mettre en œuvre avec l'école, mais aussi en dehors de l'école, la montée en compétences numériques de sa population scolaire, c'est bien qu'on a un projet pour sa jeunesse. Et, et voilà, je crois qu'on a encore énormément de chemin à parcourir pour faire comprendre aux élus locaux que leur jeunesse mérite d'avoir un projet. Ça, c'est la première chose. C'est pas gagné, parce qu'un jeune, ça ne vote pas, pardon de le dire aussi cash. Et qu'ensuite, effectivement, aujourd'hui, les infrastructures, on en a parlé, il reste encore 12 millions de prises FTTH à déployer, hein, donc c'est pas fait, c'est pas joué. Donc bien sûr que c'est important. Il y a d'autres solutions techniques qui existent, hein, du FTTH hertzien, du satellite, etc. Voilà. Mais moi, ce que j'ai bien entendu ce soir dans les propos de l'ANAE, c'est qu'il y avait une vraie difficulté typique sur le rural que des différents dispositifs perlés de subventionnés au fil des années depuis 20 ans n'ont pas réussi à résorber. C'est un peu cosmétique. Et qu'à côté de ça, finalement, on en est encore au stade où on laisse l'école se débrouiller avec ce sujet-là et qu'il n'y a pas vraiment de coopération, sauf dans des cas extrêmement rares, entre la collectivité et l'école pour travailler dans et hors l'école. Voilà, c'est pas un mot de coup de gueule, mais voilà, c'était ma vision du truc et je crois qu'on a énormément de boulot et je suis super content d'avoir placé Ruralytics sous le signe de la jeunesse cette année. Voilà, j'ai assez parlé. Maintenant, la parole est à vous, la parole est libre. Alors, si vous n'avez pas de questions, moi j'en ai une. En fait, j'en ai deux aux personnes qui sont là. Par rapport à la mise en place d'un comité des partenaires en local qui regrouperait les équipes, donc évidemment municipales, éducatives et culturelles, est-ce que ça vous semble jouable, quelle que soit votre fonction, quelle que soit votre place dans la cité, avec un C majuscule? Et d'autre part, par rapport aux intercos, puisque les communes, on a vu là qu'on avait donc 16 100 acheteurs potentiels ou décideurs quant à l'école numérique, regroupés la plupart du temps en interco. Est-ce que l'interco, ça peut être une solution plausible ou pas sur l'école numérique? Parce que, évidemment, l'interco permet de faire des économies sur l'achat de matériel, mais est-ce qu'on peut considérer qu'une liste de matériel va correspondre à toutes les écoles? Voilà. Moi, je veux bien répondre. D'abord Esther, et puis ensuite on demandera à Pierre, qui est quand même maire d'une commune, à Pierre Lian, de bien vouloir réagir à cette question-là. Je veux bien répondre parce que j'en parle sans arrêt dans ma collectivité qui est une ville rurale. Et donc, j'ai appris, en fait, ça avance tout doucement, que ces villes rurales se regroupent à 2 ou 3 villes pour effectivement regarder ces questions numériques, pour d'abord en fait répondre à des besoins de formation de la population locale, priorité, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas utiliser le numérique dans le rural. Donc en fait, avant déjà de faire des comités, il y a déjà plein de gens à former pour utiliser le numérique, puisqu'en fait, loin de là, enfin moi je vois dans mon village, loin de là les gens qui utilisent le numérique et qui ont le réseau. Moi je vois déjà, j'ai un mauvais réseau, je suis obligée d'avoir 2 abonnements, Nordnet et Orange pour avoir un bon réseau. Donc c'est des vraies questions. Donc déjà, ça passe par là. Ensuite, ça passe par le regroupement entre les communes qui prend du temps. Je vois déjà, moi, autour de moi, le regrouper en 3 communes, ça va prendre du temps de négociation, de savoir qui fait quoi, qui va diriger le groupement, quels vont être les objectifs. Et en général, les objectifs sont
reste très serré, c'est-à-dire autour de l'achat de matériel pour faire des cours. Voilà, ça ne va pas tellement plus loin. Donc, je pense qu'il y a vraiment une information à faire passer et ça ne passe pas par les mails. Ça passe pas par un mail au maire, ils n'ont pas le temps, ils lisent Mmh. pas. Ça passe par, il faut avoir des ambassadeurs locaux qui vont eux-mêmes, démarcher, parler de ces démarches-là. Moi, j'ai prévu de rencontrer mon maire pour, lui en parler. J'ai déjà rencontré, un élu, parce qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant de Ruraltic, ils ne savent pas de quoi on parle. Tout ce dont on parle, c'est très loin, hein, très loin. Je me permets de te le dire. Donc voilà, donc moi je veux bien être une première ambassadrice sur ma collectivité, parce que je trouve que c'est intéressant. Mais voilà, je fais passer ce message-là parce que je pense qu'il y a vraiment des difficultés. La semaine dernière, je n'ai pas pu me connecter parce que je n'avais pas de réseau. Vous voyez, donc c'est vraiment des questions, quoi. Donc je pense que dans chaque ville rurale et interco, alors l'intervention récente, je pense que l'intercommunalité, c'est un vrai sujet. Et les comités de partenaires, je pense que c'est un vrai sujet. Mais il faut aussi relier avec un autre élément qui est le comité des partenaires pour, comment dire, la démarche éducative des villes, plus globalement. Je l'avais donné il y a 15 jours, je ne trouve plus le terme là. Parce qu'à force d'avoir plusieurs comités, on ne s'en sort pas, parce qu'il y a plein de procédures. Et il y a une procédure globale qui travaille sur l'éducatif dans les villes, qui associe l'État, les régions, les collectivités. C'est le PEDT. Pardon ? C'est le PEDT. Oui, le plan éducatif local. Voilà, je cherchais tout à l'heure. Et donc, si on ne peut pas créer 36 instances parce que les élus sont bourrés de réunions, ils n'en peuvent plus. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à concentrer là où c'est déjà et participer à ces réunions-là. Et à l'intérieur de cette réunion, créer peut-être une petite commission spéciale sur cette question, mais pas recréer un comité de partenaires. Non, mais les PEDT ne regroupent pas les opérationnels. C'est peut-être ça aussi le problème. Oui. Bah, ils pourraient. Et il n'y a pas d'obligation. Les opérationnels ne sont pas obligés d'assister à ce genre de Je pense réunion. qu'il y a quelque chose dans cette proposition-là. Il y a effectivement la question de comment on fait tourner en vrai ces dispositifs. Pas comment on les affiche et comment on les annonce, mais comment on les fait tourner. Pierre Lian à Thuré, dans le Puy-de-Dôme, 920 habitants. Comment vous vivez cette question? D'abord, merci d'être avec nous. Comment vous vivez, vous, cette question du numérique à l'école? Est-ce que vous arrivez à travailler avec les autres communes autour de ce sujet? Comment vous abordez ce dossier-là? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Donc, je suis maire, oui, d'une commune qui a juste presque 1000 habitants. Et avec une école de 6 classes, pour le coup, de la petite section au CM2. Et du périscolaire autour. Donc, l'école, les enseignantes, l'an dernier, ont répondu à l'appel à projet école numérique et ont rempli un dossier. Et l'enjeu pour moi, maire, c'est aussi de faire en sorte que ça s'inclue dans une démarche plus globale dans la commune. Nous avons un point numérique, nous avons, comme le disait Madame Dubois tout à l'heure, des soucis de personnes qui sont mal connectées, pas connectées ou qui ne maîtrisent pas. On a besoin d'aider des personnes, ne serait-ce là tout de suite, des personnes de plus de 75 ans pour essayer de décrocher un rendez-vous pour avoir une vaccination Covid. On est face à ce problème de connexion qui n'est pas encore très rapide non plus dans la commune, même si la fibre devrait arriver dans quelques mois ou l'an prochain. Et donc, c'est dans cet esprit global que moi, j'ai apprécié la démarche des enseignantes.
mais que j'ai voulu aussi faire en sorte que la mairie et les habitants y trouvent leur compte. Et du coup, dans cette démarche d'école numérique, je voulais essayer de l'inclure dans une démarche un petit peu plus globale, notamment avec le périscolaire, Oui. pour que l'investissement que la mairie fait conjointement avec l'État puisse profiter en dehors des heures scolaires à d'autres personnes. Et ça a été très difficile parce que d'un côté, on a des enseignantes qui sont sur une démarche d'appropriation du numérique dans leur enseignement, et c'est pas si simple que ça parce que la formation est très clairement insuffisante. Et je le sais, j'ai été formateur. Euh, D'autre part, nous, en périscolaire, notre équipement est limité, volontairement d'ailleurs, hein, parce que les enfants en dehors de l'école ont aussi besoin d'avoir des activités ludiques qui passent par bien d'autres choses que le numérique. Donc le numérique n'est qu'une couleur de la palette, mais je voulais vraiment qu'il y ait cette implication-là, et notamment aussi, je voulais que les personnes âgées puissent appréhender de nouveaux outils numériques, tablettes ou ordinateurs, simplement, dans une démarche d'appropriation, mais de formation aussi avec un professionnel. Et donc, pour faire passer toutes ces idées aux enseignants, c'est pas si simple que ça, parce qu'elles sont dans une démarche quasiment de premier équipement, quasiment sans beaucoup d'aide autres que des prestataires qui essayent de leur proposer du matériel. Et c'est difficile d'être pour elles, d'être dans une démarche, comment, dans mon enseignement du quotidien, le numérique prend sa place, est utile, sert à les apprentissages des enfants. Et en même temps, moi, en tant que maire, comment le numérique qu'on cofinance sert aussi à d'autres personnes que les enfants. Voilà, c'était ça ma problématique, elle l'est toujours. Nous avons une rencontre dans quelques jours avec les enseignants pour mieux préciser les achats, mieux les déterminer, mais c'est un enjeu fort, et c'est vrai que je regrette que l'accompagnement des enseignants ne soit que interne à l'éducation nationale et non pas une affaire de territoire. Merci, merci, c'est très clair. Michel Dorissel souhaiterait réagir, puis Michel Pérez. Oui, moi, ça me fait plaisir d'entendre tous les propos que je viens d'entendre. Est-ce que je peux parler, enfin, dire mon rêve? Je trouve qu'on n'a pas, on a créé on a créé une école numérique sur une école qui fonctionne comme du temps de Jules Ferry. On n'a pas changé les structures, on n'a pas ouvert, on parle on devrait ne pas avoir de la porosité, enfin, il devrait y avoir de la porosité entre l'école et la société. Plus il y a du numérique et plus il faut de l'accompagnement. Et on voit bien que là, il y a quelque chose qui se heurte depuis des années. Nous, ça fait 25 ans qu'on dit les mêmes choses. Alors oui, on voit des choses se mettre sur le terrain, mais quand on voit des personnes comme Monsieur le maire, là, qui sont investies parce qu'il y a une sensibilité personnelle, on le sent. Donc, pourquoi ne profiterait-on pas de tous ces besoins, tout mettre à plat, se dire que le temps scolaire devrait être modifié, intégrer davantage des associations qui aujourd'hui culturelles qui sont absolument remarquables et qui pourraient libérer du temps aux enseignants pour la formation. On pourrait aussi, alors là, la formation conjointe, tout à fait d'accord, mais alors vraiment absolument d'accord. Du temps où on faisait des formations longues, moi j'en avais proposé quand j'étais enseignante, et nous avions fait avec des associations de l'éducation populaire des formations conjointes, c'était d'une richesse infinie. Il y a matière à innover, il y a matière à rêver, il y a matière à mettre en œuvre des choses différentes. Aujourd'hui, on est coincé de partout et on se dit, ah ben oui, non, mais les associations, oh là là, non, elles ne sont pas dans le pédagogique. Pourtant, les enseignants, aux maires, on leur dit, ah non, mais vous payez le matériel, hein, mais vous n'êtes pas obligé de vous occuper vous n'êtes pas obligé de vous occuper de l'éducation. Hein, ça, c'est l'affaire de l'éducation nationale. La formation, oh là là, les formateurs, hein, on ne va pas aller trouver des formations, des tutos comme font des communautés d'enseignants aujourd'hui sur YouTube, etc.
Donc, tout cela, quand même, on pourrait le mettre à plat d'une manière un petit peu différente et j'ai pas l'impression que les rencontres qui ont eu lieu sur le numérique, qui ont fait pourtant une proposition, se mettent vraiment en œuvre. J'ai pas l'impression que le Grenelle de l'éducation, ça transforme fondamentalement les choses aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on attend, quoi? Ça fait des années qu'on essaie de mettre des choses en place et où on est coincé de toutes parts par la loi, par les représentations des uns et des autres, voilà. Enfin bon, j'arrête, vous avez compris. Michel Pérez, une réaction. Oui, bien sûr, je souscris pleinement à ce que vient de dire Michel. Nous en discutons souvent à l'ANAE et c'est un de nos axes favoris. Simplement, c'est vrai que dans ces périodes de difficultés et d'accélération exponentielle du changement, ce que Bernard Stiegler appelait la disruption numérique, donc il faut absolument chercher des moyens de faire en mettant en commun ce que l'on sait faire et en essayant de chercher des solutions qui sont le moins lourdes, les moins invasives et les moins coûteuses aussi possibles. Bien sûr, on a parlé des plans tout à l'heure, on a vu la quantité de plans qui a été mise en œuvre, on a vu combien ça coûte et on a vu au final combien d'écoles ont été touchées sur l'ensemble des écoles rurales. Hein, je vais parler de cela. Simplement, là où on peut avoir un impact au niveau local, c'est à travers on parlait des comités, des partenaires, locaux des partenaires. Il ne s'agit pas d'institutionnaliser quelque chose de formel forcément, mais de réunir autour de la table ceux qui s'occupent de l'éducation et pas simplement de la pédagogie. La question, elle est là. Elle est dans la continuité éducative. Et c'est ce que nous avions mis en place au moment du premier confinement. On a même créé une plateforme de continuité éducative. Et c'est pour cela que nous pensons qu'à travers des tiers-lieux d'animation éducative, qui puissent faire aussi la formation et aider les adultes, aider tous ceux qui en ont besoin à s'alphabétiser, à s'inclure dans ce monde numérique et à accéder à véritablement une citoyenneté numérique, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ceux qui restent sur le côté, ceux qui restent en marge, sont complètement marginalisés, ils sont perdus, et c'est une très grande partie de la population de notre pays, malheureusement. Donc, dans ces tiers-lieux d'animation partagée, il peut y avoir des enseignants qui viennent librement, comme on participe à une activité associative, il peut y avoir des associations, il peut y avoir des élus, il peut y avoir des animateurs municipaux, il peut y avoir des animateurs sportifs, parce que le sport, c'est aussi l'éducation des jeunes. Et donc, voilà, ce que nous prônons, nous, ce sont véritablement ces tiers-lieux d'animation partagés. Pierre Lian, une réaction, je précise juste qu'effectivement, en plus, vous avez un langage commun avec les acteurs de l'école, puisque je crois savoir que vous avez fait carrière dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. Mais est-ce que pour autant, vous avez un adjoint à l'éducation ou une adjointe? Alors, dans le mandat précédent, oui, mais c'était quelqu'un du monde de l'entreprise et qui finalement était en difficulté avec les enseignants et bon, les deux mondes se comprenaient mal. Donc, sur ce mandat-là, j'ai repris ce flambeau. Et donc, Oui, pour le dire je n'ai pas autrement, d'adjoint. c'est vous qui avez repris le dossier. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, c'est un dossier qui importe tous mes collègues, et notamment Oui. l'exécutif, et il est au cœur de nos discussions et de nos réflexions bien souvent. Donc, c'est pas un projet unique. Hein. Et est-ce qu'il fait partie de quelque chose qui ressemble à un projet pour votre jeunesse? Est-ce qu'aujourd'hui, la question de la jeunesse, elle est où dans la pile, hein? C'est facile d'exiger des choses des élus. Voilà, la vie d'un maire, beaucoup de gens savent ce que c'est. C'est facile de réclamer, c'est moins facile de faire. Donc, n'y voyez pas un procès d'intention. Mais comme c'est notre thématique de cette année, est-ce qu'aujourd'hui, avec les membres de votre conseil municipal, il y a quelque chose qui commence à ressembler à un projet pour la jeunesse ou pas encore? Alors, un projet pour la jeunesse, j'aime pas trop le pour, mais avec. Oui, oui, je suis d'accord avec vous.
Oui, il y a une collègue élue qui a en charge et une équipe, hein, un petit groupe de 4 personnes qui a en charge justement d'essayer de recueillir à la fois les besoins, d'exprimer une volonté territoriale qui pourrait enfin, trouver un accord avec les jeunes de la commune. Donc, on est dans cette démarche-là, oui, effectivement. Alors, les jeunes, là, on parle des jeunes qui sont au collège et au lycée, hein. Oui, Mais autrement, dans la commune, nous avons le périscolaire et de l'extrascolaire qui est pour le coup intercommunal, mais et avec des projets éducatifs bien précis. Et pour nous, la jeunesse dans sa globalité et dans tous ses moments nous importe beaucoup. Nous avons une bibliothèque aussi qui s'intéresse, une bibliothèque municipale qui s'intéresse aux tout petits, par exemple, en ayant créé pardon, une box pour les nounous, une nounou box. Donc, il y a une dynamique comme ça qui embrasse un peu tous les âges avec des moyens différents. Le numérique, ben, oui, pour nous, pour le moment, c'est essentiellement les enfants de l'école jusqu'à 11 ans. On n'a pas encore réfléchi ou mis en place quoi que ce soit pour après. merci. Merci de ce témoignage, Pierre. Je passerai vous voir, je ne suis pas très loin, je suis à Chantelle, dans l'Allier. Ah bah oui, effectivement, tout près. Donc, je passerai voir ce que vous faites. Avec grand plaisir. René Cerisier, est-ce qu'on peut s'inviter à Montamisé et avoir votre témoignage sur ces questions-là? Montamisé, qui est donc une commune d'environ 3500 habitants dans la Vienne. Oui, bonsoir. Merci de me solliciter, mais bien vu, hein, Montamisé est bien une commune de 3650 habitants, juste au nord de Poitiers, mais qui fait partie de ce que l'on appelle Grand Poitiers communauté urbaine, avec 40 communes, Poitiers étant un peu la ville la plus importante avec 80 000 habitants, beaucoup d'étudiants, et ensuite de très nombreuses communes rurales. Comme je l'ai noté, je suis conseillère municipale, j'ajoute toujours de base à Montamisé depuis mai simplement 2020. Comme j'ai eu des responsabilités dans l'éducation nationale et que je suis toujours médiatrice académique pour l'éducation nationale, enseignement supérieur pour l'Académie de Poitiers, il a été, moi j'ai souhaité en tout cas qu'il soit clairement établi d'emblée que je ne m'occuperai pas, entre guillemets, des affaires scolaires. Et je pense qu'il y a un moment, il faut que les choses soient très claires, surtout quand on est médiateur. Par C'est quoi contre, le rôle personnel, le rôle d'une médiatrice académique, ça consiste en quoi? le médiateur académique reçoit tous les mécontentements, toutes les plaintes, toutes les incompréhensions des personnels et de ce que l'on appelle ce vilain terme, les usagers, de la maternelle à l'université, c'est-à-dire la maternelle au sup inclus, public et privé. Et j'essaie soit de faire avancer les dossiers lorsqu'ils n'ont pas avancé, lorsqu'il y a des injustices, de le faire savoir. Et tout ça sur 4 pieds, hein, puisque vous posez la question, neutralité, impartialité, indépendance, je ne suis pas dans la ligne hiérarchique, et confidentialité. Un peu Donc, comme une le fois qu'on médiateur a dans dit, la République, effectivement, mais pour les questions éducatives jusqu'au on peut dire supérieur. ça comme ça, en fait. Ouais, C'est exactement ça, c'est un peu ça. Bon, Donc, à partir de là, je suis à la fois très discrète, mais ce sont des points de fonctionnement que l'on a abordés d'emblée quand j'avais été sollicitée pour entrer dans l'équipe municipale. J'écoute très attentivement ce qui s'y fait, ce qui se dit, mais je n'interviens jamais. En l'occurrence, j'entends bien simplement, et je répète, moi aussi, j'ai passé de très longues années dans ce monde-là, je connais un peu, j'entends bien les élus, elles sont deux, hein, être très très attentives à ce qui se passe à l'école et répondre aux demandes. Mais j'entends bien aussi que les demandes des enseignants, ce sont des demandes d'équipement, mais que
il n'y a, et la commune répond positivement, hein, mais qu'il n'y a pas, me semble-t-il, de vrai débat sur le pourquoi du comment pédagogique. Bon, il se trouve que pour d'autres raisons, j'allais dire plus personnelles, le numérique à l'école, avec un grand E, ne m'est pas du tout étranger. Et donc, c'est aussi pour ça que je suis assez attentive. Et j'en vois certains d'entre vous sourire, effectivement. Et moi, ce qui m'intéressait, effectivement, en m'inscrivant à ces rencontres du lundi soir, que j'apprécie particulièrement, c'est une occasion de le dire, merci de m'avoir donné la parole, c'est de voir un peu, effectivement, plus largement comment les choses s'articulent. Je vois bien aussi que sur ce qu'on appelle la communauté urbaine de Grand Poitiers, pour là aussi bien connaître le fonctionnement, on est d'abord sur des équipements. Les enseignants demandent, alors on va fournir. J'en reviens au Ruralytique parce que, en vous écoutant, évidemment, je me disais que je vais délicatement transférer aux invitations à l'adjointe en charge de l'éducation sur ma commune et voir avec elle, d'abord qu'elle s'intéresse peut-être à ces rencontres du lundi soir, en tout cas je vais l'y encourager, et voir un petit peu plus précisément comment les choses se passent, j'allais dire de façon élégante. Pour ce qui est de Grand Poitiers, communauté urbaine, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis jusqu'à maintenant, j'appartiens au conseil de développement de la communauté urbaine, et donc je vais sortir parce que il est d'usage que quand on est élu, on n'est pas au conseil de développement. Ce que je peux dire par contre, c'est concernant le conseil de développement avec Grand Poitiers communauté urbaine, ces préoccupations-là n'apparaissent jamais. Là-dessus, on peut déjà on peut le dire simplement. Voilà. Se concentre sur les sujets économiques, mais pas tellement sur le. Pas forcément, sur des sujets sociétaux. Par exemple, en ce moment, le plan alimentation territoriale que mes collègues élus connaissent. Il y a eu des choses sur la mobilité, mais il n'y a pas grand monde qui se risque à aller sur le terrain de l'éducation, en tout cas pas au sein du conseil de développement. En plus, il faut dire que c'est la communauté urbaine à 40, elle s'est créée qu'en 2017 et tout ça est très récent en fait. Et que les maires des communes, j'allais dire plus petites, c'est surtout pas péjoratif, ont d'abord à s'approprier l'idée de communauté urbaine, à voir en quoi ça peut être intéressant lorsqu'on est un maire d'une commune de 500 habitants, d'être dans une communauté urbaine, c'est pas gagné. Et donc, je répète, ce qui les préoccupe, ce sera plutôt la mobilité, mais comme vous le disiez, le volet économique, et puis aussi en ce moment, les choses qui sont tendance, non, c'est pas la bonne expression, mais quand je parle du plan alimentation territorial. Donc, voilà. Merci en tout cas. Mais on entend bien effectivement ce rapprochement. Oui, Esther qui joue le jeu, on parle d'école, elle lève le doigt. En l'occurrence, on a parlé de ces actions de médiation. Il y a des conseillers au numérique qui vont pas tarder à arriver. Il faut peut-être regarder comment vous pouvez en capter quelques-uns. Et puis, parce que l'idée maintenant, si j'ai bien compris, c'est les propos de l'année, c'est de faire travailler ensemble les hussards noirs de la République et les hussards noirs du numérique, hein, parce qu'ils ne vont pas pouvoir continuer à travailler en silo. Esther, juste avant de donner le mot de la fin à Marcel Desvergnes, s'il le veut bien. Esther, on ne vous entend pas. Ce qui vient d'être dit me semble essentiel. Je travaille moi-même avec des gens de l'économie solidaire. Aujourd'hui, ces dynamiques d'économie solidaire travaillent sur les tiers-lieux et en font justement des lieux qui deviennent des lieux qui vont travailler avec les villes sur les plans circulaires territoriaux qui vont intégrer les dimensions alimentaires, c'est-à-dire des tiers-lieux qui peuvent être des restaurants ou des livraisons de repas pour les écoles, pour les gens qui sont en télétravail, mais aussi des tiers-lieux qui peuvent être des lieux d'éducation. Je connais un tiers-lieu qui a vendu des plats en même temps que vendre des livres aux élèves. Le plat était lié au livre.
mais également des tiers-lieux qui vont travailler sur justement ces questions de mobilité. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'économie sociale et solidaire s'empare de cette question pour travailler sur l'insertion, justement, par rapport à cette dimension du numérique, mais dans sa globalité, c'est-à-dire faire de ces lieux des lieux qui soient conviviaux, éducatifs, chaleureux, qui peuvent aussi résoudre des problèmes alimentaires. Je participe moi-même au conseil de développement de Saint-Malo, où j'ai travaillé dans la commission mer et littoral, et où on parle même de réintroduire en Bretagne, par exemple, le poisson dans les écoles, et en faire un sujet, y compris d'éducation, voire numérique. Voilà, donc je pense que ce qu'il faut arrêter de faire, c'est de séparer, comme le dirait Edgar Morin, les sujets et d'en faire des saucissons. Mais comme beaucoup de personnes qui sont là l'ont dit, c'est de relier en fait ces éléments et de relier les gens entre eux qui travaillent sur des dynamiques différentes et qui peuvent se regrouper pour justement faire force plutôt que d'avoir des procédures les unes les autres à côté qui ne se rencontrent pas, quoi. Donc, je pense que voilà, c'est ça. Et ce que je voulais dire, c'est que les tiers-lieux, l'appel à projet qui est jusqu'en mars, qui donne de l'argent de manière importante, hein, tout comme l'appel à projet sur l'insertion aujourd'hui pour les villes, sont souvent malheureusement développés dans des villes, des grandes villes ou des villes moyennes, et pas assez dans des villes rurales. Donc, je pense que là aussi, voilà, il y a quelque chose à faire sur l'économie solidaire en ville rurale, qui permet aussi justement par l'insertion d'introduire ces sujets qui sont difficiles. Merci. Merci Esther. Le mot de la fin, juste avant que je fasse une petite conclusion fonctionnelle. Marcel Desvergnes. On ne t'entend pas, Marcel. Allume ton micro, s'il te plaît. Ça m'a l'air mieux. Je peux dire juste une phrase pendant Oui. que Marcel cherche son... En fait, cherche comment mettre son micro. En fait, ce qu'on vient d'entendre là, c'est que tout part du projet. Si on a un projet éducatif, tout fonctionne. Le numérique, on s'en fout. À un moment, oui, on a besoin d'objets numériques pour rajouter des dimensions extraordinaires. Mais en fait, c'est un projet éducatif qu'il faut. Dans le Poitiers, il y a un collège rural, je crois que c'est Saint-Gervais, les Trois Clochers, ça existe, c'est fabuleux. Il y a tout un dossier sur Educavox. Les enseignants qui partent à vélo pour aller chercher, faire les photographies du point de vue de l'architecture, du point de vue de... J'ai oublié le mot, vous voyez, le confinement me fait perdre mes mots. Et puis, en même temps, aller dans les voirs pour l'agriculture, etc. On part d'un projet, on construit un projet et on voit avec qui et comment. Et le vélo est tout aussi utile que l'iPad ou que les objets de réalité virtuelle qu'ils ont dans leur classe. Quand ils en ont besoin, ils vont les chercher. Voilà. Et c'est ça, il faut tendre vers cela et ouvrir au maximum cette communauté éducative. Ils ont fait des masterchefs avec les gens de la cantine, ils font une chorale. Enfin, c'est formidable de faire ce genre de travail. Voilà. Merci. Marcel. Oui. Ben alors, Non, on a failli. On t'entend plus. Bon, écoute Marcel, on fera la prochaine. On fera la prochaine. J'espère que tu seras là avec un autre équipement plus performant. Je te taquine. Merci à toutes, merci à l'ANAE dans son ensemble. La semaine prochaine, un format un peu différent parce que jeudi après-midi, le comité de pilotage de Ruralytics se réunit et va travailler sur l'ensemble des sujets. Ce que nous souhaitons faire lundi prochain, c'est partager avec vous les grands sujets autour de la jeunesse rurale que nous souhaitons aborder lors de Ruralytics cette année, les échanger avec vous dans un cadre de parole tout à fait libre et que vous nous disiez, eh bien,
comment aborder ces thèmes-là, comment peut-être mieux les aborder que nous l'imaginons, et puis nous dire, mais vous avez oublié ça, les gars. Voilà, et nous donner votre point de vue sur ce programme. Donc, ce sera une heure de vraiment où je vais vous présenter en 10 minutes les axes qui sortent du comité de pilotage, et puis ensuite, eh ben, vous allez taper dedans, ce sera notre document martyr, et je compte vraiment sur vous, et je compte sur une forme d'intransigeance et de témoignage de réalité, c'est-à-dire qu'il ne va pas empêcher nous de partir vers des choses qui ne sont ni réalistes, ni vraiment utiles. Voilà. Donc ça, c'est lundi prochain. Merci encore, merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos jeunes, et puis, et puis de vos vieux aussi, parce que voilà, il n'y a pas de, hein, Oui, oui. y a pas de césure. Hein. Bon, super, merci beaucoup et à très vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.